Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Je suis ravi de vous y retrouver. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Camélia Kouchnir, lectrice à la faculté de journalisme et des sciences de la communication de l'Université de Bucarest. Ses domaines de recherche sont variés. Elle enseigne, bien sûr, mais elle a aussi elle se penche sur différents domaines de recherche qui vont du discours médiatique à l'utilisation des nouvelles technologies. Camélia Kouchnir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Notre dernière rencontre sur RFI Roumanie date de juillet 2022. Donc, cela faisait donc 2 ans que nous n'avions pas fait le point sur ce qu'il se passe à la faculté, sur les étudiants et d'autres thématiques liées à votre activité. Mais tout d'abord, comme je le mentionnais en introduction, vous travaillez notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies et j'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet et en particulier, et évidemment, de l'intelligence artificielle. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques, mais vous me faisiez part en préparant cette émission de la problématique des nouvelles technologies, enfin plutôt de l'intelligence artificielle quand il s'agit d'enseigner. Quand ChatGPT, par exemple, est utilisé par les étudiants pour leurs projets, on a du mal à discerner ce qui vient d'eux et ce qui vient de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, on s'est rendu compte en fait qu'on est dans une autre réalité, on a une nouvelle perspective qu'il faudra prendre en compte dans Qu'il faut l'enseignement. déjà, oui, oui, oui. Qu'il faut déjà prendre en compte dans l'enseignement. Avec l'apparition de la nouvelle génération du ChatGPT en novembre 2023, et avec la possibilité de générer du texte et du contenu, d'abord comme texte et ensuite même comme image et des vidéos. Il se pose la question dans les évaluations que nous faisons pour les travaux des étudiants. Finalement, qu'est-ce que nous évaluons? Est-ce qu'on évalue le travail de l'étudiant? Est-ce qu'on évalue le travail du ChatGPT? Et comment est-ce qu'on peut détecter ça? On a découvert qu'en fait, on n'a pas de normes, on n'a pas de réglementation. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Comment est-ce qu'on va réagir? Donc, c'est tout un champ de réflexion pour nous tous. Quand vous dites nous tous, c'est en Roumanie, mais quand vous en discutez avec des collègues ailleurs en France, par exemple, c'est la même, vous êtes face aux mêmes problématiques. Apparemment, c'est à peu près Hmm. pareil. Ce qui nous a déterminé d'ailleurs, ça fait plus d'une année que nous travaillons en équipe conjointe avec des collègues de France, de Lyon 2, pour mettre en place un projet justement pour mieux comprendre l'utilisation que les étudiants font de cette intelligence artificielle générative, de tous les outils du genre ChatGPT, et aussi de leur perception par rapport à cette utilisation, d'une part, et d'autre part, de comprendre un peu quelle est la réaction des enseignants, surtout dans ce domaine que nous connaissons très bien, et qui est celui de l'infocom. Qui est celui de, pardon? De l'infocom, information et communication, D'accord, donc d'accord. Mhm. sciences de la communication, information. Donc, nous qui préparons, en fait, les étudiants pour avoir les compétences pour être soit des journalistes, soit des spécialistes en communication. En grand, c'est ça. Et d'une part, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une utilisation de plus en plus importante de différents outils dotés d'intelligence artificielle dans les professions pour lesquelles nous préparons les étudiants. Et en même temps, ce qu'on a constaté pendant cette première année de réflexion et aussi de recherche, parce qu'on a mis aussi en place des outils de collecte de données, on a constaté une utilisation assez répandue de ce type d'outils, tant chez les étudiants roumains
que chez les étudiants français, presque sans différence. On a vu que les étudiants, ils ne vont pas signaler l'utilisation de ces outils dans leurs travaux. Et en même temps, on a constaté que nous, en tant qu'enseignants, on n'est pas encore tout à fait préparés pour faire face à cette nouvelle réalité qui nous est arrivée depuis un peu plus d'une année. En fait, ce qui va se passer, c'est que, enfin, ce qui doit se passer, je suppose déjà, c'est arriver à noter l'utilisation de ChatGPT, par exemple. Je vois comment, déjà dans les rédactions, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps maintenant, l'intelligence artificielle est intégrée et les journalistes l'utilisent pour créer des articles et autres, ou des vidéos. Et après, l'idée, c'est de bien l'éditer, de bien... Donc, en fait, aujourd'hui, on est passé au stade de comment bien utiliser, et ce sera ça, j'imagine, ou peut-être c'est déjà la nouvelle façon de noter les étudiants, avec peut-être la question qui reste en suspens de leur capacité d'analyse, leur capacité de toujours faire un travail de réflexion et pas simplement de savoir utiliser l'intelligence artificielle. Ben, justement, la profession est avant nous. Est un peu, je trouve maintenant un peu avant les universités. Parce que ce qu'on constate, c'est que dans les professions, on commence déjà à utiliser de différents outils. Et notre devoir, ça sera aussi de préparer les étudiants à cette nouvelle réalité et leur donner les compétences et habilités de le faire comme il faut. Donc, ce n'est pas une solution, je crois, d'interdire l'utilisation de ce type d'outils. Mais maintenant, il faudra décider comment on va les intégrer dans notre enseignement et aussi dans les évaluations. Parce qu'à mon avis, c'est cette partie d'évaluation des étudiants, peut-être, enfin, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'on a cette tendance de revenir peut-être aux examinations à l'oral pour s'assurer que c'est vraiment l'étudiant qui va répondre aux consignes. Ce n'est pas, je ne sais pas, un outil. Puis après, il va falloir s'assurer que c'est bien l'étudiant qu'on a en face de soi et pas un avatar. Ouais, on n'en est pas encore là, heureusement. Voilà. Mais vous disiez donc que les étudiants n'indiquaient pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'ils avaient utilisé l'intelligence artificielle. Mais est-ce que vous les trouvez conscients de ce problème, plutôt de cette problématique, et est-ce que vous sentez qu'ils ont envie de travailler avec vous pour, et c'est dans leur intérêt, pour être notés convenablement, on va dire, et pas utiliser l'intelligence artificielle sans se poser de questions J'ai l'impression que oui, ils sont disposés à travailler avec nous, ils sont disponibles à travailler avec nous pour intégrer de manière consciente et peut-être critique même ces outils, mais pour l'instant, nous ne leur avons pas demandé de signaler l'utilisation parce que c'est quelque chose que je crois on n'a pas trop anticipé que ça va se passer. Vous me disiez en préparant cette émission que que un nouveau code éthique devrait être mis en place. Est-ce que vous savez si dans des écoles de journalisme en France, il y a ce travail sur un nouveau code éthique qui prenne en compte l'intelligence artificielle? À ma connaissance, il y a des réflexions pour l'instant en France aussi. Et à ma connaissance, il y a des universités nord-américaines qui ont déjà intégré certains aspects de ces questions dans leur code d'éthique. Bon, là aussi, c'est à débattre si on va intégrer ça dans le code d'éthique. Ensuite, comment est-ce qu'on va vérifier tout ça? C'est-à-dire, il nous faudra des outils pour s'assurer que vraiment il n'y a pas de... Et ces outils n'existent pas encore pour vérifier l'existence ou pas de l'utilisation d'un outil
avec lequel on n'est pas d'accord ou qui n'est pas déclaré. Donc, Mm. c'est Et la peur, notamment dans les métiers du journalisme et de la communication, mais pas simplement dans ce secteur, que l'intelligence artificielle remplace, les emplois. voilà, remplace les emplois. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette réflexion sur quelle valeur ajoutée le journaliste va pouvoir apporter pour être toujours euh, prépondérant, je dirais, être toujours important, être toujours essentiel. Est-ce que au sein des enseignants, il y a aussi cette idée de recherche d'une, je dirais, de plusieurs valeurs ajoutées pour s'assurer que eh bien, le journaliste ou le communicant sera toujours nécessaire? Mais le point de vue optimiste est celui qui dit qu'on aura toujours besoin de l'humain, que l'humain, à la fin, ne pourra pas être remplacé des Mm. métiers comme le journaliste ou le communicateur et que, bon, toujours dans une perspective optimiste, on dit qu'on va laisser à l'intelligence artificielle et les outils dotés d'intelligence artificielle à s'occuper de tout ce qui est tâches répétitives, euh, tous les... je ne sais Oui, pas. j'ai un exemple, oui. Par exemple, pour la transcription d'un entretien, c'est vrai que Voilà, c'est par très, exemple. je dis, c'est gagner du temps que, hop, de télécharger son fichier son et puis que la transcription se fasse tout en revenant après pour la corriger, mais se fasse automatiquement. Donc ça, c'est vrai, c'est une vraie, faut pas diaboliser l'intelligence artificielle. On gagne du temps et ça peut être pour ces tâches-là répétitives tout à fait positif, évidemment. Ouais. Mm. Mais bon, ce que je peux dire, après avoir aussi regardé d'une manière critique, par exemple, le discours des médias aussi à propos de l'intelligence artificielle et un peu le débat qu'il y a dans l'espace public à propos de ce sujet, ce que je peux dire, c'est que euh, il y a une grande incertitude et cette incertitude parfois se voit dans euh, les interrogations. On se pose beaucoup d'interrogations. Où est-ce qu'on va arriver? Il y a de Oui, ça c'est l'inconnu. partout, hein, ouais. Mm. Bon, ça arrive, je crois, souvent lorsqu'il s'agit d'une nouvelle technologie. C'est pareil dans ce Mm. cas-là. On n'a pas toutes les réponses. On a l'impression aussi que c'est une partie qui est cachée et qui reste cachée et qu'on ne pourra jamais appréhender, on ne pourra jamais Mhm. vraiment comprendre. Voilà. On verra bien. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde un petit peu sur la psychologie des étudiants, plutôt comment vous les trouvez, comment ils ont évolué, vos étudiants. Alors, je sais que vous avez des étudiants qui commencent leur licence, donc qui ont 18-19 ans, et vous avez des étudiants qui sont en master, 23-24, et qui peuvent être même plus âgés, hein. Il y a des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui peuvent être plus âgés, mais la plupart de vos étudiants, ils ont entre 18 et 23-24 ans, hein, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, oui, Ouais. c'est ça. Alors, comment vous les trouvez? Alors, pas nécessairement en lien avec le développement des nouvelles technologies, mais enfin, aussi peut-être, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le fait d'être toujours collé au téléphone portable, ça n'a pas toujours des conséquences positives pour leur mental. Vous, comment vous les trouvez? J'ai travaillé beaucoup cette année avec des étudiants en première année de licence, donc 18, 19 ans. Mhm. Euh, je les aime bien car ils ont beaucoup d'enthousiasme. Euh, Ils sont à une étape où ils pensent que tout est possible, tout est Mhm. encore possible, donc je les aime bien. Ce que je constate, c'est que c'est de plus en plus un défi de réussir à les garder attentifs pendant 2 heures de séminaire, 2 heures de cours. Donc, c'est parfois un défi. Il faut toujours leur proposer des choses intéressantes, les proposer ces choses d'une manière attractive, essayer de parler des choses qui sont, et donner des exemples qui sont proches de leurs préoccupations.
Donc Et c'est ils ont pardon, excusez-moi, je vous oui? coupe, ils ont droit, ils ont leur smartphone avec eux. Vous interdisez pas le smartphone en cours? Je n'interdis pas le smartphone, en cours, mais mon défi principal, c'est, heu, Qui de les regardent pas faire le OK, ouais, smartphone? exactement. Donc mon défi principal, c'est qu'ils ne regardent, pas leur smartphone et qu'ils, me regardent, que je Mmh. puisse, avoir Attention, ouais. leur Mmh. attention, voir leurs yeux. Au moment où, je vois quelqu'un qui est sur le téléphone, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Donc c'est, Mmh. pour moi, c'est, Parce qu'il y a, je crois d'ailleurs, le proviseur du lycée français, Simon Valette, qui nous disait que le smartphone était interdit pendant les cours au lycée français. Donc, mmh quelque part, on pourrait penser, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres lycées mh. en Roumanie, mais s'il y a déjà voilà, ce contrôle assez sévère sur les smartphones, on pourrait penser que ces jeunes sont déjà habitués à ne pas utiliser leur smartphone en cours. Je ne sais pas si c'est le cas en Roumanie, mais on pourrait penser peut-être à, précisément pour que l'attention soit là, Comme une mesure. à dire comme mesure, vous y seriez favorable? Mais d'un autre côté, il faut, en fait, c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on disait au début. D'un autre côté, voilà, quelle utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il faut aussi avoir une attitude tolérante par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Donc, c'est un peu un dilemme. Ouais, c'est un dilemme. Mm. Je crois pas que c'est très réaliste, au moins dans notre université, Mm. d'interdire, le téléphone. Bon, au moins on interdit le téléphone pendant les examens, quand ils ont par exemple des examens écrits en salle, Ça, c'est interdit, d'accord. c'est Ouais, interdit. Ils vont déposer d'accord. les téléphones, quelque part et Mhm. bon, maintenant je pense que c'est aussi une réaction par rapport à l'utilisation accrue de réseaux sociaux. Ils n'ont pas trop envie d'écrire quand on leur demande de rédiger, surtout des travaux plus élaborés. Mhm. Ils ne sont pas très enthousiastes, disons. Mhm. Ils aimeraient mieux avoir des questions-réponses où il faut juste cocher, D'accord. ou des évaluations plus à l'oral. C'est Euh, un peu paresseux. je ne voulais pas dire ça, mais bon, vu que nous les préparons quand même pour des métiers qui impliquent rédiger, Mm. écrire, créer du contenu, tant en communication qu'en journalisme, à mon avis, ça reste un exercice essentiel pour leur Mm. formation d'écrire et de rédiger. C'est pour ça Mm. qu'on insiste quand même d'avoir aussi ce type d'évaluation Mm. en écrit. Mm. Et à 23, 24 ans, vous les trouvez comment? Ils sont un peu plus impatients, ils veulent recevoir au plus vite possible le Plus apathique aussi, plus peut-être? apathique, plus Un apathique, peu plus apathique. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les plus les jeunes, jeunes, ouais. oui, oui, Vous les les plus sentez jeunes. un peu désorientés, manque de référents ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont tellement de choix, d'options qu'ils savent. Oui, ça Hein? aussi, mais je sens aussi que pour la plupart d'entre eux, il y a cette pression, sociale de se trouver un emploi, d'avoir en même temps un emploi, de travailler en même temps que suivre les cours d'un master, par exemple, et de gagner de l'argent. À mon En avis, même temps, c'est, ouais. ouais, en Mm. même temps. Donc, je sens très fort que, hem, pour la plupart d'entre eux, il y a cette obligation Mm. sociale. D'accord. Mm. Ouais, parce que, ouais. Euh, et vous me disiez également en préparant cette émission que euh, vous sentiez comment les réseaux sociaux et notamment comment les algorithmes étaient fabriqués, entraînaient parfois des radicalisations, cette apathie, etc. Enfin, que c'était d'un côté positif parce que ça permettait à l'étudiant d'être en lien euh, dans l'absolu, mais que ça générait quand même pas mal de perturbations, on va dire.
Ah oui, bah, pour les algorithmes, comme vous savez, c'est une longue histoire sur laquelle on pourrait débattre parce qu'il y a cette manque de transparence des algorithmes. On ne sait jamais Pour nous rendre comment. Ouais, addictifs et ouais. pour nous rendre addictifs. Pour les jeunes générations, on voit Vous les très. sentez très fragiles à ce niveau-là, non? À ce niveau-là, Ouais. oui. Hmm. Oui, Ils le disent d'ailleurs, hein. Ils disent quand on leur pose la question, est-ce que vous vous sentez un peu esclave et ils, beaucoup ils le ressentent disent. ça. Ils Ouais, ressentent ça, ils le disent ouais. de façon explicite. Oui, Mhm. oui, j'ai eu des réponses similaires. Et ça se voit aussi dans le succès qu'une application comme TikTok a connu en Roumanie, parce que depuis l'année passée, TikTok a dépassé en nombre d'utilisateurs Instagram en Roumanie, et c'est très prisé. Pour les jeunes. Pour les jeunes, pour les jeunes. Pour les jeunes, non, c'est même D'accord. au niveau national, il y a D'accord. plus d'utilisateurs de TikTok que d'Instagram en Roumanie. Et que Facebook également? C'est moins que Facebook. Voilà, Facebook reste le média Ouais, social, ouais, sauf réseau pour les social. jeunes qui ne sont plus Oui, là. oui, bien sûr. Si on veut trouver les jeunes, on doit les chercher sur un autre Mhm. réseau social. Vous travaillez, vous utilisez TikTok dans vos cours? Euh, Vous pouvez le j'ex- dire, hein, vous pouvez. ouais, j'explique. J'ai parfois des discussions pour dire que, par exemple, pour une certaine marque ou une certaine organisation, parfois il faut analyser tous les canaux de communication qui sont les plus appropriés, que parfois TikTok, ça peut s'avérer comme Mhm. un canal sur lequel on devrait communiquer. Et ensuite, on a eu aussi des réflexions côté recherche pour voir, par exemple, en Roumanie, quelles sont les institutions publiques qui ont ouvert des comptes sur TikTok, même dans une période quand cette application était pas mal controversée tant au niveau de l'Union européenne qu'aux États-Unis. Et quand même, par exemple, le Sénat roumain a ouvert un compte sur TikTok pour communiquer là. Donc, il y a eu quelques décisions un peu surprenantes. Il y a des mairies roumaines qui sont présentes sur TikTok. Il y a le ministère de la Défense roumain, par exemple, qui est présent sur TikTok, qui a un compte officiel, je veux dire, et qui choisit de Mais communiquer. des fois, on sent un petit peu cette numérisation un peu à outrance sans trop se poser de questions, précisément parce que il faudrait rattraper le temps perdu et donc on va encore plus de l'avant, mais peut-être sans trop réfléchir aux conséquences. Enfin bon, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'enseignement? Je pense que j'apprécie le plus l'interaction avec les étudiants. On n'a pas le temps de trop, comment dire, on prend ses ressources. On se ressource finalement des étudiants. Ils vous apprennent aussi des choses. Voilà, voilà l'interaction avec les étudiants, ça je ne changerai pas. Et ensuite, c'est vraiment intéressant de voir un étudiant qui n'était pas au maximum, le voir évoluer positivement, le voir faire progresser. Voilà, ça je trouve que c'est pas très mal. Gratifiant. Ouais, c'est très gratifiant. Ouais, c'est gratifiant. Parlez-nous un petit peu maintenant de la faculté de journalisme et de communication de Bucarest. Je sais que vous avez des partenariats, notamment avec la France, hein, avec l'université Lyon 2, je crois. Oui, on a un accord de double diplôme. Enfin, maintenant, il est triple diplôme parce qu'on a un système de double diplôme avec l'université Lumière Lyon 2. Et depuis cette année, il y a aussi l'université Panthéon d'Athènes qui s'est rajoutée au consortium. Et donc, nos étudiants, en fait, ils peuvent choisir d'avoir des mobilités dans chacune des deux autres universités et à la fin... réciproquement également des Français ou des Grecs. Oui, effectivement. Enfin, ou des Grecs ou des gens de l'université. Effectivement.
grecs qui viennent à Bucarest. Voilà. Et Ça s'est produit déjà? Vous avez des étudiants grecs? des Grecs, pas encore, parce qu'on est vraiment au tout début D'accord. du système. Mais bon, pour les étudiants français, ça arrive régulièrement. C'est intéressant parce qu'au début, on avait plutôt des étudiants roumains qui étaient intéressés à faire la mobilité en France. Et maintenant, c'est à peu près Égal. Hein, égal. C'est-à-dire il y a des étudiants roumains qui s'intéressent, roumains ou du master, de notre master qui s'intéressent. Quand vous dites votre master, c'est le master qui est francophone. C'est le master francophone, oui, qui est enseigné entièrement en français. D'accord. Et pour pour l'université grecque, c'est également au sein du master francophone, donc ils doivent parler français. Oui, c'est un master qui est enseigné tant en français qu'en anglais. Donc là, c'est un peu plus... c'est bilingue. Donc l'étudiant grec qui ne parlera pas français, mais qu'anglais, pourra éventuellement faire partie du master également, de ce triptyque? Oui, de ce triptyque. D'accord. Oui, mais pour le triptyque, on est juste au début. Mais par contre, pour le diptyque, avec Lyon 2, on a déjà beaucoup d'expérience. Et voilà, il y a un système qui fonctionne. Il y a 4-5 étudiants de notre master qui vont chaque année là. 4-5 étudiants de leur master qui viennent des Français qui viennent chaque année chez nous. Et à la fin, ils reçoivent les diplômes des deux universités, l'Université de Bucarest et l'Université de Lyon 2. Ensuite, on a aussi des coopérations pas mal avec l'Université Côte d'Azur. Par exemple, maintenant, on prépare avec le laboratoire de là-bas un colloque franco-roumain en sciences de la communication qui aura lieu l'année prochaine à Suceava. Et pour le projet de recherche dont je viens de parler sur l'intelligence artificielle et son utilisation dans l'enseignement en Infocom, on travaille aussi avec des collègues français. Donc, il y a pas mal de coopération quand même. D'accord. Et vous enseignez en français et en anglais, principalement? J'enseigne uniquement en français et en roumain. Et en français et en roumain. En anglais, non. Mais ça va peut-être venir. Bon, vous préférez pas. D'accord. Et je sais également que, ça c'est une petite surprise sympathique, que vous avez des étudiants africains et même haïtiens qui viennent à Bucarest. Alors comment, est-ce que vous avez des coopérations avec eux, ou alors ce sont des initiatives individuelles? En fait, nous avons essayé d'ouvrir notre formation, notre master au plus possible vers des candidats qui viennent de l'international. Ça, vous travaillez avec l'agence universitaire francophone? Non. Pour ça, ou non, pas nécessairement. c'est l'université de Bucarest qui fait la promotion et qui arrive à attirer depuis quelques bonnes années des candidats de Guinée, de la République centrafricaine, aussi de Haïti. On a eu donc plusieurs pays d'Afrique, mais aussi de Haïti, des étudiants pour lesquels notre formation elle devient intéressante. Voilà, je pense que c'est une tendance, un phénomène Puis qui aussi, se passe. c'est lié peut-être aussi au fait que Bucarest est une ville où il est plus simple de se loger, par exemple, qu'à Paris, ou ou même à Lyon. Donc, ils se rendent compte, ils apprennent que la Roumanie reste quand même un pays plutôt francophone en Europe de l'Est, et qu'il y a ce master francophone. Et ils se disent, ça c'est intéressant. Ils savent bien qu'en Roumanie, le coût de la vie sera un peu plus moindre qu'en Europe de l'Ouest. Donc ils choisissent. Donc c'est un choix bien réfléchi, je dirais. Ouais, je crois, oui. Apparemment, c'est un système qui marche. D'ailleurs, j'ai vu aussi le phénomène commence à prendre de l'importance aussi au niveau licence. J'ai vu des étudiants de Mozambique, par exemple. Qui carrément commencent leur cursus universitaire en Roumanie. Qui font leur licence en journalisme chez nous. Du Mozambique. Du Mozambique. Pourtant, c'est pas francophone, le Mozambique. Je pense pas. Ouais, mais
enfin l'étudiant que je D'accord. connais, en plus, il est francophone. D'accord. Ouais. Et des étudiants du Caucase, Géorgie, Arménie, est-ce que vous avez ou est-ce que vous pensez développer des coopérations avec On eux? n'a pas encore pensé Non, à hein? faire, Avec, voilà, des pays. à Mmh. à faire ça. On a les étudiants Erasmus, qui sont accueillis toujours, hem, dans notre master parce que, bon, il y a les cours, qui sont donnés en français qui attirent des étudiants de Belgique, de France, Mmh. et d'autres pays. En tout cas, vous sentez que Bucarest est en train de la faculté de journalisme et l'université de Bucarest, est en train d'attirer petit à petit toujours plus d'étudiants, Ouais, je qu'on trou est enfin sur la carte. oui, 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 je trouve ça bon, ça arrive peut-être à petits pas, mais, on est dans cette direction apparemment, oui. Mmh. Mais Camélia Kouchnir, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Plaisir. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était Mmh. pas rencontrés. Enfin, on s'est rencontrés autrement, mais en tout cas, merci d'avoir été Merci au aussi. micro du soir. Je vous souhaite de belles vacances. Je sais que c'est pas terminé. Il y a encore des examens pour vous, Merci. d'entrée notamment en licence et autres. Merci encore et belles vacances et bonne rentrée. Hein. Merci à vous. Voilà. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. C'est début juillet. Encore une fois, je vais me répéter. Veuillez m'en excuser, mais le petit message de sécurité routière que j'affectionne particulièrement, il est d'autant plus important en cette période de départ. Donc, soyez très prudents sur les routes. Hein. Je rappelle que malheureusement, la Roumanie est le pays où il y a le plus grand nombre de tués sur les routes chaque année. Et ça dure depuis trop longtemps. Donc, faites attention, soyez prudents. Je sais que vous qui écoutez le micro du soir, vous êtes prudents, mais diffusez le message. Hein. On roule trop vite en Roumanie, hein, que ce soit à Bucarest ou ailleurs. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me touche et donc il faut y faire très attention. Voilà, merci. Soyez prudents et bon week-end. Week-end Placout. Au revoir.